On voit aujourd'hui que la place du musée, elle est au défi de l'immersif, au défi du numérique pour engager des nouveaux publics. C'est déjà ce que Pierre Wilk a partagé avec nous hier dans le débat autour de la transformation des institutions culturelles. Et on va passer en revue, comme on le fait maintenant, vous l'avez compris, de manière traditionnelle, presque au kiff, des cas d'usage, des histoires avec les acteurs qui les ont vécus et qui sont en train de les vivre. C'est un moment, là aussi, magnifique au Centre Pompidou qui nous accueille, avec un univers qui a été créé par notre partenaire Multicam et Dreamcorp, par Stan Walbert, où il y a une aspiration vers le numérique. Et j'insiste sur le fait que là, on est dans de la XR. C'était l'intérêt d'avoir ce studio virtuel, c'est de montrer ce qui est en train de se passer. Et on est dans un studio où tout ce que vous voyez là est calculé par ordinateur. C'est un travail absolument considérable. Les caméras que vous voyez en face sont traquées. Ce sont des caméras automatiques. Et c'est le sens de ce qu'on fait. On essaie de s'appliquer à nous-mêmes nos propres médecines et de faire vivre au rythme du moment ces technologies avec notre ambition culturelle. Cette question des musées, en fait, pour engager de nouveaux publics, elle est vraiment centrale. Elle permet, je pense, d'imaginer un avenir et de concrétiser, si je peux dire les choses, un avenir pour ces musées et aussi un avenir pour la culture qui soit ouvert. Un avenir où, comme on l'a montré plus tôt dans l'industrie, on utilise le réel, le virtuel pour se balader, on utilise le réel, le virtuel pour découvrir, on utilise le réel, le virtuel pour se former. Et c'est pour ça que cette séance sera co-animée avec Clara Schmelk. Clara, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis journaliste et chargée de cours à Sciences Po Strasbourg. Et philosophe. Et philosophe de formation, oui. Voilà, donc elle aura plus de hauteur sur les questions, mais aussi une vraie curiosité sur ce qui est en train de se passer en termes de transformation, cette ouverture du monde. Et en termes de progrès social aussi. En termes de progrès social aussi et culturel. Donc on est vraiment au cœur de notre démarche. Pour lancer la discussion, j'appelle nos amis Naoufel Ben Youssef et Christophe Chesson. Je vous laisse vous installer et puis je voudrais aussi saluer Valérie Senghor qui est avec nous depuis Paris, qui n'a pas pu se joindre à nous. Valérie, est-ce que tu nous entends ? Bonjour Valérie. On n'a pas le retour son ici. On n'a pas le retour son. Je vous entends très bien. Ah, tu nous entends. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Tu nous parles depuis Paris, depuis le Centre des Monuments Nationaux ? Ou depuis chez toi? Je suis à Paris, oui. Pas au Centre des Monuments Nationaux, mais pas loin. Voilà, tu es la directrice adjointe en charge de la transformation de l'ensemble des monuments dont tu as la charge. Tu peux nous dire un peu ce qu'est le Centre des Monuments Nationaux? Alors, le Centre des Monuments Nationaux, c'est un réseau de 100 monuments. C'est une vieille dame, le Centre des Monuments Nationaux, puisque c'est l'ancêtre de son ancêtre était la Caisse historique des monuments. Et voilà, c'est un établissement qui a beaucoup évolué dans ses missions en 100 ans. Il est rattaché au ministère de la Culture et ses grandes missions, c'est vraiment de conserver, entretenir ce riche patrimoine exceptionnel qui lui est confié par l'État et de le faire connaître au plus grand nombre par l'ouverture à la visite et plein d'événements qu'on organise chaque année. Il y a quand même le Mont-Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, pour donner une idée de... Oui, tout à fait, le Mont-Saint-Michel, des grands monuments de l'histoire républicaine comme le Panthéon, l'Arc de Triomphe, des monuments inscrits au patrimoine universel UNESCO comme les remparts de Carcassonne, le Mont-Saint-Michel, du patrimoine du XXe siècle aussi avec des grandes maisons d'architectes, la Villa Savoie de Le Corbusier, on en reparlera parce qu'on a un projet immersif qui concerne la villa. Donc c'est un réseau effectivement tout à fait exceptionnel par sa diversité historique, scientifique et la qualité de ses sites. Merci d'être avec nous. Je te questionnerai au fur et à mesure de l'évolution de la discussion. Alors, nos deux premiers invités, c'est Christophe Chesson, Naoufel Ben Youssef. Alors, présentez-vous succinctement pour qu'on comprenne quel est l'enjeu. Naoufel. Bien. Je suis producteur et j'ai accompagné le projet, puisqu'on est là pour présenter notre expérience sur le musée de Doha. J'ai accompagné 4 galeries. Quand tu dis étant producteur,
producteur traditionnel ou producteur de VR? Alors, producteur de cinéma? Je suis originellement producteur de cinéma et j'ai accompagné pour le musée de Doha en production. Et là, on n'est plus du tout dans cette forme qu'on a habituellement dans le cinéma. C'était différent. Et j'ai accompagné en tant que producteur exécutif, puisqu'en fait, le commanditaire était le National Museum of Qatar, et à travers son bras exécutif qui était le Doha Film Institute, et j'ai accompagné pour eux 4 galeries en production. Christophe? Bonjour, merci de nous recevoir. Moi, je viens du monde du cinéma. J'ai été assistant réalisateur en fiction pour le long métrage pendant une trentaine d'années. Et puis, j'ai attrapé le fil. J'ai commencé à écrire des scénarios, puis à réaliser. Et j'ai attrapé ce train de la constitution des films du Qatar grâce à Jacques Perrin, avec qui je travaillais à l'époque. Et voilà, ça a été ma plongée dans le monde immersif. Et peut-être ce qui fait la singularité de notre aventure, c'est qu'on est parti d'un projet de film pour aboutir à un projet de spectacle en immersion totale. Voilà, c'est pour ça que je trouve que cette histoire est intéressante, parce qu'elle montre que, contrairement à ce qu'on dit, il y a une continuité, il y a des talents, il y a des savoir-faire. Toi, tu es un producteur de cinéma, j'allais dire classique. Toi, tu es un réalisateur avec tout ce que ça comporte, notamment en France, l'écriture, le pouvoir créatif. Et puis, vous vous retrouvez autour de ce projet incroyable, qui est le projet finalement de Jean Nouvel, qui crée un musée pour le Qatar. Et finalement, dans ce musée, qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble ce musée, c'est le musée qui est dans le désert. Tu peux peut-être Rose des Sables, tout à fait. nous dire un peu, parce que comment ça se passe? C'est le Qatar Institute qui vous appelle? Tout à fait. Et qui cherche à travers le monde des réalisateurs pour réaliser des films comme contenu de ce musée. Et à partir de cette architecture... Voilà, l'architecture est monumentale. Monumentale. Les murs font quelle hauteur? Alors, il n'y a aucun mur qui soit égal à l'autre, puisque c'est une rose des sables et on est à l'intérieur de cette rose des sables. On a des murs concaves, convexes, arrondis, complètement à l'oblique. Chaque galerie est unique. Voilà. Et donc il faut penser le format qui sera distribué totalement différemment. Christophe, toi tu es réalisateur, tu tombes de ta chaise, tu dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était doublement intéressant parce que le Qatar est un pays émergent qui a encore 30 ans était une série de tas de sable, et c'est un peuple qui cherche sa destination, qui cherche son histoire, qui cherche à marquer, à poser les jalons de sa future civilisation. Et quand le musée a été mis en chantier, je pense que la question de ce qui allait avoir à l'intérieur n'avait pas été clairement posée. En l'absence le bâtiment, pour exemple, remplaçait un petit palais dans lequel il y avait l'ancien musée national. Et ce musée national faisait peut-être 3 étages de 50 mètres carrés chaque. Et là, on change de dimension. Et là, tout d'un coup, Jean Nouvel fait une œuvre. Et on a un bâtiment qui fait presque 1,5 km de galerie. Donc, avec cette fameuse rose des sables. Grand, voilà. Et donc, c'est posé la question du contenu. Et à un moment, une des réponses qui a été apportée, c'était... puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on va mettre dans le musée, la solution, ça va être de faire des films. On va mettre des films sur tous les murs qui parleront de la culture du Qatar, et très vite, une espèce de scénario et de narration a été posée. Et donc, on est allé chercher des cinéastes un peu partout sur la planète pour réaliser ces films. Donc Jacques Perrin, notamment. Jacques Perrin, entre autres réalisateurs, Abderrahmane Sissako, Miraner. Miraner, donc des très très grands noms. Donc des grands noms, oui. Voilà. Dont le tien. Oui, on verra. On verra. Et toi, en tant que producteur, tu te retrouves dans cette situation incroyable où il y a des murs pas possibles, ce ne sont plus des écrans. Et comment vous réagissez collectivement face à ce défi? C'est une page blanche, on avance jour après jour, et c'est effectivement une grosse partie de recherche et développement, et on fait des essais, et on avance des hypothèses, des intuitions, et puis
C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler sur un temps long, ce qu'il faut quand Ça a même... duré combien de temps, ce projet? de la première. C'est pas très symptomatique, malheureusement. Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet en 2011, mais sur des ébauches de films qui se sont avérés complètement impossibles à mettre en œuvre, et à une époque aussi où le Qatar cherchait son identité, et il a fallu un peu de temps pour que cette digestion et cet accouchement se passent. On a réellement commencé à travailler en 2016-2017. Donc 5 ans. Et puis chaque projet est distinct, puisque là, en l'occurrence, la galerie, une des galeries que Christophe a réalisées, c'était un film naturaliste, et donc effectivement, on est sur plusieurs saisons, plusieurs espèces, on recense l'ensemble de la faune et de la flore du Qatar, et donc chaque espèce est distincte, et un protocole de tournage distinct. Donc effectivement, on a tourné plus d'1 an en termes de tournage. Alors on a apporté un petit teaser qui donne un peu Absolument. l'idée de ce à quoi ressemble le musée. Le mieux, c'est peut-être d'y jeter un œil. Si vous avez des commentaires à faire, mais... Donc c'est un musée ultra moderne, hein, on reconnaît la patte de Jean Nouvel. Ah, on le voit là. Voilà le gigantisme du musée. 11 galeries. 11 galeries, la galerie dans 11 laquelle galeries. nous avons tourné a un écran principal qui fait presque 50 mètres, sur des hauteurs qui vont de 11 à 17 mètres de haut. Donc c'est un musée immersif. On est devant des écrans où la notion de cinéma devenait complètement caduque parce que, le spectateur était souvent trop près de l'écran pour être capable d'absorber du mouvement et appréhender une image dans son entièreté. 2, contrairement à une salle de cinéma où le spectateur est assis, on ne sait pas ce que le spectateur regarde. Et comme il y a des écrans partout, la question de la narration se pose vraiment. Comment est-ce qu'on donne une histoire en étant certain que le spectateur va avoir les éléments qui lui permettent de la comprendre. Et justement, est-ce que vous avez préparé à l'intention des spectateurs des cartels ou des fiches pour les préparer à recevoir toute cette exposition? Pas du tout. Le pari, c'était de laisser le spectateur absorber. Et peut-être ce qu'on a appris de cette question de l'immersivité, c'est que le spectateur doit être acteur, il doit être actif. Et il fabrique sa propre histoire en fait. Et ce qui est très intéressant. Et vous avez fabriqué aussi, je t'interromps parce que le film est énorme, vous avez fabriqué vos propres outils parce qu'il n'y a pas d'outils pour faire ce que vous deviez faire. Tout à fait. Voilà, au quotidien, on a découvert des problèmes et il a fallu petit à petit apporter des solutions à ces problèmes. Le problème numéro 1 étant au départ celui de la prévisualisation, c'est-à-dire comment on tourne des images que la caméra montre à plat, que le montage montre à plat, et comment essayer de les imaginer dans un volume qui, lui, n'est pas plat, et qui est incroyablement immersif. Et donc, le premier outil qu'on a construit, c'était un outil de prévisualisation. On s'est appuyé sur un moteur de jeu, on y a rentré les caractéristiques architecturales de la galerie, et on a fait travailler des programmeurs pour qu'ils soient capables de mapper des projections en live dans l'outil lui-même. Donc on prend des gens de cinéma, j'allais dire normaux, qui ont l'habitude des écrans, et puis vous vous retrouvez plongé dans l'univers de Jean Nouvel qui vous force à faire un musée immersif. Et là, vous êtes obligé de réinventer l'écriture cinéma, d'utiliser les moteurs de jeux vidéo, et puis d'essayer de créer des expériences, comme tu le répondais à Clara, en finalement remettant le spectateur au centre. Toujours. Ce qui est la définition un peu du jeu vidéo aussi, c'est-à-dire qu'on a inversé la relation, c'est pas le réalisateur qui décide, c'est le spectateur qui vit les choses. Et c'est intéressant parce que vous évoquiez dans la première partie de la journée ce rapport entre l'industrie et l'immersion elle-même, et c'est vrai que c'est un jeu perpétuel d'aller-retour. Nous développons cet outil de prévisualisation. Le pari technique, c'est qu'il puisse être alimenté en direct par le montage. Et donc, quand on se retrouve au montage de cette aventure, on a des images à plat qui sont mappées en direct dans le logiciel de prévisualisation. C'est Unity que vous utilisez ? Oui, c'est Unity qu'on a utilisé. Donc un moteur de jeu vidéo. Voilà. Là aussi, j'insiste pour qu'on voit bien que tout ça est en train de converger, alors que vous venez du cinéma. Et alors la constatation que
le lien live entre le montage et l'outil lui-même fonctionne bien. Et comme on était sur un tournage naturaliste où ce sont des tournages qui s'étalent sur des mois et des mois. Parce qu'en fait, c'est comme si vous faisiez un documentaire. Exactement. Donc là, on repart dans la logique du documentaire et vous êtes obligé d'attendre pour voir ce que ça va faire. Voilà. Donc, et comme cette constatation que le fait au montage est très encourageante, on décide d'exporter cet outil de prévisualisation sur le tournage. Et donc sur le tournage, les opérateurs, et compte tenu de la résolution qui nous était imposée par le cahier technique, on était obligé de tourner avec des assemblages de caméras. On arrivait sur le plateau à voir pendant la répétition, c'est-à-dire avant même qu'on tourne, le résultat du plan dans le volume du musée. ah oui, il fallait en plus de repenser pour le musée. Et en fait, c'est ce constant aller-retour entre la créativité, le cahier des charges et l'outil technique qui nous permet de progresser, parce que le fait d'avoir l'outil sur le plateau permet de résoudre quantité de problèmes. Donc ça change la façon de tourner. Et ça change la façon de tourner, absolument. Soit tu le vis en tant que producteur, ça, parce que ça veut dire qu'on ne produit plus de la même manière du tout. Moi, c'est extrêmement excitant, de toute façon, mais il faut être à l'écoute. Et puis, toutes ces compétences, en fait, sont là pour nous accompagner. Enfin, et on a pu essayer et prouver à travers des essais tous les gains qu'on pouvait faire pour aboutir à cet outil qui nous a permis de tourner sur le plateau en sachant ce qu'on allait au final pouvoir livrer au monteur et in situ ensuite dans le musée. Moi, je le vis comme une chance. Parce que tu réinventes complètement ton métier, en fait. C'est un peu comme ceux qui ont fait le Mandalorian, qui ont réinventé la fiction en mettant des décors virtuels comme celui dans lequel on est. Tout à fait. Toi, tu es obligé d'utiliser les outils du jeu vidéo pour faire du cinéma, tout en respectant... Il y a quand même une histoire, même si le spectateur est au milieu. Toi, dans ta tête, quand tu construis cette galerie, finalement, comment est-ce que tu structures cette histoire ? On a un petit fichier PDF, je ne sais pas si on peut, on peut le regarder. mettre en route. La question de l'immersion, elle pose dès le départ le problème de la représentation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne à visualiser aux financiers, aux partenaires techniques ce qu'on a en tête, et c'est quand on est dans le PDF, c'est toi qui le lance. Voilà. Et en fait, c'est très difficile de donner à imaginer ce qu'on va faire, ce qu'on va avoir en tête. Donc ça, c'était juste, tu es passé très vite. Le musée, c'est une rose des sables, donc voilà. des feuilles. On a un écran principal qui est presque en fer à cheval, qui fait une 50aine de mètres de longueur au point le plus haut, presque 13 ou 14 mètres. Et face à cet écran, il y a cette chose... Ce qu'on appelle le kaléidoscope. On a mis un petit personnage là pour donner l'échelle. Ça fait à peu près 25 mètres d'arc sur... Donc on est à l'intérieur de la Rose des Sables. On ne parle que d'une seule galerie. D'une seule galerie. Il y en a 11. Il y en a 11. Donc la problématique... C'est pharaonique, quoi. Et donc le cinéma nous a habitués à lire des scénarios, à en écrire, à en faire lire. Dans un cas comme ça ne pouvait pas fonctionner. Les mots étaient tout à fait incapables de restituer ce qu'on cherchait à faire. Et donc on a décidé d'utiliser une solution beaucoup plus graphique ou absolument sans texte, un peu comme on voulait s'adresser au public, c'est-à-dire laisser le public digérer sans lui donner la moindre indication. On a laissé les financiers et autres... Et justement, le public n'était pas un peu désarçonné? Il n'a pas été éduqué, en fait, à ce regard? Alors, désarçonné, certainement, mais la force émotionnelle du protocole fait que les gens sont avalés tout de suite. Est-ce que vous savez combien de temps reste un visiteur en moyenne dans le musée, dans l'immense Rose des Sables? Alors là, pour le coup, c'était une expérience assez intéressante parce qu'il y a des gens qui n'accrochent pas ou qui sont mal à l'aise et qui traversent la galerie et ne restent pas. Ceux qui restent voient le film 2 ou 3 fois. Ah oui. Parce qu'en fait, on constate que devant des protocoles comme cela, personne ne voit le même film. Ah oui. Vous faites chacun a une perception et se réapproprie. Complètement différente. C'est quoi? C'est la dimension qui fait ça? C'est la dimension, le fait qu'à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on rate quelque chose. Ah oui. Et la mise en scène
aussi bien d'un point de vue visuel que du point de vue sonore, essaye d'attirer... Le son est spatialisé aussi. Le son est spatialisé, oui. Donc on est vraiment en fait dans un dispositif immersif comme ceux que le grand public a découvert à l'Atelier des Lumières, sauf qu'il est, vous êtes beaucoup plus tôt en fait, c'est avant même que l'Atelier des Lumières existe, ou soit lancé en tout cas comme la formule, et vous inventez au fur et à mesure à la fois la façon de spatialiser le son. Je crois même vu la taille des écrans, il faut que ce soit quasiment du 32K, je crois, ça n'existe même pas. C'était un des problèmes qu'on a rencontrés. Le cahier des charges techniques, pour des raisons de durée, de s'inscrire dans une durée, était qu'il fallait que le pixel ne dépasse pas 2 mm sur des écrans de 50 mètres de long et 11 mètres. Donc ce qu'on voit là, c'est une galerie qui fait 50 mètres de long. Donc il y a 50 mètres d'images numériques avec une définition extraordinaire, mais il n'y a pas d'écran qui existe, il n'y a pas de projecteur qui existe pour ça. Il n'y a pas de projecteur qui existe pour ça. À l'époque où on a commencé à travailler, il n'y avait pas de logiciel capable de gérer des flux vidéo de cette taille. Il a fallu inventer des outils, à faire des allers-retours. On a travaillé sur Adobe Premiere pour le montage et on a travaillé avec les gens d'Adobe pour qu'il y ait des modifications du logiciel lui-même. On parlait de ces allers-retours entre la créativité et la technique. Cette définition imposée et incroyable fait qu'on a des détails gigantesques sur l'écran. Ça nous a amené à cette idée qu'on pouvait avoir sur un écran un plan. Alors, on n'est pas vraiment dans une... Il faudrait trouver une image qui le présuppose. Sur un écran comme celui-ci, vous avez l'image du haut, vous avez un paysage relativement large, mais vous avez un élément qui est plus ou moins en avant-plan. Avec une définition pareille, quand le spectateur est loin de l'écran, il a une perception qui est celle qu'on a devant cette image, mais quand il se rapproche, il va commencer à voir les insectes qui sont sur... et on peut mettre en scène de façon complètement différente, où on peut intégrer le plan serré dans le plan large, et c'est en jouant sur la trajectoire du spectateur, et on le fait essentiellement d'un point de vue sonore, qu'on peut l'amener à changer de point de vue et à venir du plan large au plan serré. Et ça oblige à réinventer un langage, à réinventer une narration. Et ça, c'est la dimension vraiment absolument passionnante d'une aventure comme celle-là. Et ainsi de créer de petits théâtres qui vont permettre aux spectateurs, au public de se déplacer, d'emmener le public et de le faire se déplacer à travers la galerie. Donc en fait, c'est pour ça que, effectivement, comme on disait au départ, le public, pour ceux qui vont rester, qui vont apprécier la galerie, vont voir le film 2-3 fois et plus. Oui, parce qu'ils ne le verront jamais de la même manière. Exactement. En fait. Il n'y a pas de répétition, il y a toujours une différence. et donc on peut avoir le film, on peut le passer. On a une visite virtuelle, on pourrait la regarder, oui, ça serait... Donc c'est toi qui l'as fait, ce film? C'est une construction largement collective. D'accord. Largement collective. Et donc là, on utilise ce logiciel de prévisualisation pour regarder le film, et on voit bien là que ce que je choisis de regarder à ce moment-là m'interdit de voir autre chose. Et donc le spectateur qui, lui, regarde l'autre partie voit un film qui est différent. Et le spectateur qui se rapproche de l'écran se retrouve littéralement dans une tempête de sable. Ah oui, d'accord. Et là, il voit un insecte, c'est quoi, un petit animal, un lapin? Une petite gerbille. Donc en fait, c'est un documentaire en 3 dimensions? On peut dire ça, parce que les écrans se répondent, il y a une narration cohérente d'un moment à un autre. Et l'idée, c'est on a choisi, on s'est un petit peu inspiré du récit de Gulliver pour aussi apporter sur ces écrans gigantesques des changements d'échelle importants. Le spectateur est tour à tour un géant ou un lilliputien. Et c'était un des paris compliqués du film, c'est que le film s'adressait avant tout au public qatari. Le Qatar n'est pas un pays très grand et les Qataris connaissent très bien leur terre. Et le pari, c'était aussi de leur proposer une vision de leur pays qui les décoiffe, à laquelle ils ne soient pas habitués. Oui, parce qu'on ne pense pas qu'il y a la mer autour du Qatar, mais en fait, c'est un pays... On pense au sable, justement. On pense au sable. Voilà. Toutes les images sont tournées, aucune image d'archive. On a absolument tout tourné. Et c'est une des raisons pour lesquelles le projet est si pharaonique, c'est que le tournage naturaliste impose des rythmes et des délais de tournage qui sont... oui, ceux de la nature. Qui sont C'est de la nature,
Là, il y a de la musique, son spatialisés. Sont spatialisés, le musée utilise le protocole Atmos. On a, je crois, 45 haut-parleurs diffusés, enfin disséminés un peu partout dans la galerie et qui permettent d'être très pointus, c'est-à-dire que vous regardez un écran, derrière vous une mouche décolle, vous vous tournez pour regarder la mouche et tout l'univers sonore est là pour essayer de guider, d'amener le spectateur à se déplacer dans la galerie. Sachant qu'évidemment chaque spectateur fait l'expérience qu'il souhaite, celle qu'il ressent. En fait, on n'a pas de casque, mais en fait, on est déjà en train de se balader de manière individualisée, Oui. Parce que l'expérience est finalement liée à l'endroit où on est. Exactement. Et le bruit qu'on entend là, c'est l'eau. Alors, on a fait un très gros travail de sound design pour essayer de donner à vivre cette richesse sonore. Les pays désertiques ont toujours l'air vides et en réalité, ils sont bourrés de vie, bourrés de bruit, bourrés de Toute la d'ambiance. biodiversité du désert ou des pays absolument. désertiques. Et puis l'idée aussi était que la mission était de montrer les paysages du Qatar avant l'arrivée des hommes. C'était aussi de construire une bande sonore musicale, mais uniquement à partir d'éléments naturels. Et on a travaillé avec un compositeur français qui s'appelle Jean Poinsignon, qui a fait un travail très remarquable, où il n'a utilisé que des bruits de la nature ou des bruits animaux. Et il s'est avéré très vite que le meilleur moyen, pendant qu'on était en post-production, de donner à voir l'état du film, était ces visites. Et c'est aussi devenu l'outil de promotion, de discussion avec les autorités du musée, avec les autorités, parce que, sauf à les faire venir à Paris dans le studio de montage, on n'avait aucun moyen de leur donner à comprendre ce qu'on était en train de faire, encore une fois. Donc on a fait ajouter à un moment un petit module sur ce logiciel de prévisualisation qui permettait d'enregistrer les visites qu'on faisait et donc de les envoyer par Internet, tout simplement, à Doha. Et pendant la post-production, on a construit une maquette à une échelle réduite, bien entendu, pour pouvoir le vivre vraiment. Donc on était allongé au sol pour essayer de se mettre en situation. Oui, parce que alors, on rentre dans des choses un peu techniques, mais quand C'est important. quand on rentre, quand arrive la phase d'étalonnage d'un film comme ça, quand on étalonne pour le cinéma, on va dans un labo ou un écran test qui est censé représenter les caractéristiques d'à peu près tous les écrans en France. Évidemment, là, on fait un film pour un endroit qui est unique, qui est singulier. Le film ne va passer que là. Et on a un protocole de vision qui fait qu'on a des écrans qui sont à angle droit les uns par rapport aux autres et qui donc s'éclairent les uns les autres avec des conflits d'intérêts. Et on s'est aperçu que la seule façon de préparer cet étalonnage, parce que le musée était encore en construction, on n'y avait pas d'accès, puis ça aurait été d'un coup... Enfin, ceci dit, on a fait presque 2 semaines d'étalonnage sur place, mais ça a été de construire une maquette ou un 30e qui était suffisamment grande pour qu'on puisse s'asseoir au milieu. Et avec des mini-projecteurs, on a fait nos essais, on a travaillé en étalonnage, on a refait des éléments de montage parce qu'il y avait des moments où le grand écran tuait le kaléidoscope qui était en face et vice-versa. Et tout ça est... Alors voilà, on a inventé en cheminant. Est-ce que c'est, quand on se parlait, il y avait une émotion même quand tu racontais cette histoire, parce que ça a changé un peu ta vie de réalisateur. Tu as décidé de passer à l'immersif, en tout cas, vous avez décidé collectivement, parce que c'est une aventure collective, de vous dire, on ne peut plus faire du cinéma comme avant, on doit bouger, on doit faire quelque chose. Très clairement. En tout cas, on est rentré avec l'envie de continuer. C'est quoi, 5 ans de travail. Clairement, oui. Oui. Et quand on a goûté à une expérience comme ça, on parvient à des sommets d'émotion. C'est tellement puissant ce qui se dégage d'un protocole comme celui-ci quand il est mis au service d'une histoire et qu'on arrive ici ou là à faire fonctionner le tout, qu'on se dit que oui, qu'il y a un avenir extraordinaire. Et encore aujourd'hui, je voyais Clara sourire aux écrans. En fait, c'est toujours un plaisir. Tout le monde a cette réaction. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez faire en France justement un dispositif expérimentiel avec l'histoire de France ou l'histoire vraiment naturelle et géologique du territoire français? Ce serait possible de faire ça? Ce serait extraordinaire avec notre patrimoine.
Why not? On adorerait. Et on n'a pas dit combien ça coûtait, ça doit coûter des fortunes. Dites-nous où signer. On va en parler tout à l'heure. Non, on a avec un ensemble C'est confidentiel le coût de ces... Oui, le coût de tout. Ah oui, le coût est confidentiel et puis de toute façon, Le coût est confidentiel et puis il serait assez peu représentatif en fait, parce que entre la dimension naturaliste et le fait que dès le départ, la notion d'immersion n'était jamais abordée. Si dès le départ, il avait été dit on va faire un film immersif, on aurait gagné beaucoup de temps sur C'est l'architecte qui vous a forcé, c'est l'architecture qui vous a forcé. Ouais, c'est l'architecture qui nous a forcés, et puis c'est aussi le fait que c'est un musée entre les mains d'un peuple naissant et qui a mis du temps aussi à afficher, affirmer. Les autres cinéastes, que ce soit Miraner ou Abderrahmane Sissako, ou Abderrahmane Sissako, ont vécu le même genre de, je sais pas, les Américains appellent ça l'épiphanie, enfin tout d'un coup une révélation où finalement ils ont continué à faire leur cinéma. Pour être honnête, ils n'ont pas tous vécu de la même façon. C'est pour ça que très grands cinéastes. Oui, oui. C'est des gens qui décident de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas la taille du mur qui change grand-chose. Pas du tout. Je vous donne un exemple. Pour une des galeries que Sissako a réalisées, on a tourné en live et on a recréé un village avec des activités telles qu'on pouvait trouver une cité qatari de la fin du 19e. Et on a décidé de repeindre chacune des images. On a repeint, donc... on a le making-of qui passe sur tes paroles. Et je ne pense pas qu'on a la galerie de Sissako dans ce making-of. Mais néanmoins, donc, on a décidé, il avait fait ce choix artistique de choisir une école de peinture, en l'occurrence quelques parmi des orientalistes, et de reprendre chacune des images et de repeindre sur chacune de ces images. Et ça donne un effet, on a l'impression de rentrer dans un tableau. C'est absolument impressionnant. Et donc là, c'est le tournage ? Oui. Quelques images du tournage avec ce système de caméra qu'il a fallu mettre au point pour s'approcher de la résolution nécessaire au final. D'ailleurs, petite anecdote, on a tourné avec 3 caméras 8K côte à côte. 3 caméras 8K côte à côte pour pouvoir avoir les valeurs pour s'approcher, donc on a livré une image de 24K qui, elle, a légèrement été gonflée en 31K après. Parce qu'en fait, les écrans demandent du 31K, c'est ça. Le grand écran demandait... C'est délirant, quoi. Ouais, et en fait, après nos premiers essais avec ce rig de 3 caméras, on s'est aperçu que le point de focalisation, le point d'intérêt, présupposait une convergence des caméras qui devait être très précise, et que dès qu'on changeait de point de vue, cette convergence ne convenait plus. Et donc il a fallu créer un petit système qui permettait de manier la convergence des caméras en live, exactement comme sur un plan de caméra. On a quelqu'un qui manie le point, on a quelqu'un qui maniait la convergence pour permettre une image qui se retrouve, qui soit compréhensible. Formidable. Aujourd'hui, vous avez créé une nouvelle société, vous êtes en train d'en créer une nouvelle. Tout à fait, qui s'appelle MyMeta, où on réunit un collectif de passionnés autour de l'immersif. Évidemment, on a on phosphore, on a une partie de recherche et développement où on partage tous nos envies et on essaye de voir où on peut aller. Et puis par ailleurs, essayer de répondre à des institutions, des commandites, pour leur faire bénéficier de cette expérience, de ce savoir-faire, effectivement. Alors, c'est un collectif, on essaye de reprendre ce qu'on a vécu, c'est-à-dire vraiment une relation transverse entre l'ensemble des participants. On est dans un protocole, contrairement à un film où tout est très pyramidal. Là, tout le monde apporte sa contribution au projet. Et avec cette idée, comme on vient à peu près tous du monde de la prise de vue, cette idée de garder une place importante à l'image réelle. Merci beaucoup. Il y a encore plus de questions qui vont venir, mais on est dans le premier kiff, donc on est déjà ravis de vous avoir. Et puis on a envie de montrer d'autres expériences. Je pense qu'on va encore en dialoguer, enfin discuter entre nous et après. C'est la première fois. Je vous remercie parce que c'est vraiment lumineux. Merci de nous avoir reçus.